Donc tout le monde a constaté la diversité qu'il y a dans ce groupe, les différentes manières de s'adresser, d'adresser la parole publiquement. Je vais essayer de faire mon petit exercice sur 2 points. Donc un petit résumé, parce qu'il faut rattraper un petit peu le temps. Les activités de notre groupe. Beaucoup de gens, parfois, nous disent mais alors on ne vous voit pas, on ne sait pas ce que vous faites, alors qu'on a tous les moyens, et nous utilisons les moyens que nous avons à notre disposition pour faire connaître notre travail. Alors, je vous donne quelques éléments. Donc, nous avons participé à toutes les séances publiques du conseil municipal et du conseil des territoires pour les élus qui en sont membres. Sur 5 ans, nous avons donc participé à 75 de ces réunions, chacune durant parfois entre 2 heures et 5 heures, voire plus. Hein. Donc voilà. Donc c'est notre boulot, bien entendu, mais nous le faisons et nous ne sommes pas absents ni en termes de personnes physiques, ni des débats. La deuxième chose, c'est que nous organisons à cet effet des réunions publiques à chaque veille de conseil, de manière à recueillir la parole des personnes qui viennent à notre invitation. Et donc, nous nous en servons parce que ça nous permet, en amont, de compléter parfois des dossiers donc, pour les interventions que nous faisons dans les séances. Nous sommes également présents, je le dis parce que je suis membre de 2 commissions, la commission d'appel d'offres et la commission des finances. Je peux vous dire qu'il y a parfois un manque de quorum des élus de la majorité. Nous sommes présents. Et c'est nous qui assurons le quorum. Donc vous voyez, tout le monde cherche des places, moi, parce que ça fait bien sur la carte de visite, mais finalement, ils ne viennent pas. Hein, voilà. Donc je voulais le dire, nous sommes présents dans ces instances-là, mais d'autres collègues sont dans d'autres, urbanisme et autres également. Au fil du temps, nous avons également, en termes de communication et d'information de la population, nous avons organisé plusieurs réunions débats. Par exemple, je vous donne quelques thèmes que nous avons traités, la vie associative, la lutte contre l'extrême droite, c'est Hervé qui s'en était chargé, donc le logement, le budget, l'urbanisme, parce que ce sont des thématiques qui sont au cœur même d'une politique et des choix que peut faire une majorité quand elle a la chance de pouvoir gouverner une collectivité. Nous n'avons pas négligé non plus, parce qu'on ne s'enferme pas, d'aller à la rencontre des habitants dans les quartiers, sur les marchés, notamment pour distribuer un certain nombre de documents que nous éditons. Nous répondons aux demandes de visite de quartier et de terrain par des gens très pointus qui nous signalent des problèmes dans tel ou tel secteur. Ça concerne l'urbanisme, ça concerne, comme on l'a compris tout à l'heure, l'hygiène, ça concerne toutes ces choses-là. Et nous y allons et nous prenons le temps, parfois même des après-midi entiers. Édouard pourrait peut-être vous en parler. Donc des après-midi entiers avec les personnes qui vraiment nous alimentent notre information et nous permettent ensuite d'agir le plus utilement possible. Nous recevons également ici beaucoup de personnes à la demande et nous avons un collaborateur qui permet de collecter évidemment ces demandes. Sur l'information et la communication, donc je prolonge un petit peu ce propos, nos activités, nous les relayons sur un site qui s'appelle démocratiepouraix.fr. Sur notre page Facebook, on essaie d'alimenter au mieux, avec nos interventions du conseil municipal, des articles qui ont paru dans les pages de l'opposition rabougrie qu'on nous accorde dans le magazine, voilà, donc de la ville. Nous éditons également des journaux et des tracts, et tout à l'heure vous aurez la primeur du tract que nous distribuons à partir du 1er février, et vous comprendrez tout à fait pourquoi. Ça a un sens. C'est un contexte de ce qui peut se passer au mois de mars pour la tête de l'exécutif de la ville. La presse nationale, finalement, on était très contents. La presse nationale s'est intéressée à nous. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Le magazine Marianne et le magazine Le Point sont venus faire des pages entières sur ce qui se passe à Aix et nous avons pu contribuer à l'information des journalistes. Moi-même, j'ai été interviewé assez étonnamment par France 3, Provence-Alpes, lorsqu'il s'est agi du fameux contrat illégal que j'avais fait annuler, et donc le journaliste voulait savoir où en était cette affaire. Donc on nous a filmé. Et puis, probablement certains d'entre vous ont pu voir le magazine au mois de mars, le magazine Complément d'enquête, avec titre de rubrique « La politique en famille ». Donc on a été très heureux de contribuer
d'une part, à l'information pour les journalistes, mais également au niveau national de ce qui se passe à Aix. Parce qu'on entend parler de Levallois-Perret, on entend parler de... ben non, à Aix aussi, il y a une politique en famille. Hein. Voilà, donc chacun le sait, bien entendu. Qui a sa conviction aussi. Les journalistes de oui, ah oui, Pierre a raison, sur la Fourrière. Voilà. Donc, il y a également 2 livres qui ont été édités par des gens qui nous ont contactés. Alors, je vais vous dire les titres, parce que ça va vous faire sourire. Il y en a un qui s'appelle « Le Tour de France de la corruption ». Et on est venu nous voir pour nous demander ce qu'on en pensait et si on avait des éléments. Et le deuxième s'appelle « Les barons, ces élus qui osent tout ». Vous voyez ? Donc, c'est tout un programme, ça. Hein, voilà. Donc, on a contribué à ça. Je vais donc passer à la deuxième partie, sur le dossier. C'est là qu'il faut meubler. Oui, mais enfin, comme je suis... Allez, vas-y. Oui, la parole... Je rappelle également qu'il y a eu 4 articles dans le Canard enchaîné en oui. moins de 3 mois. Oui, tout à fait. Mais là, nous n'avons pas été contactés. Je parle simplement de ceux qui sont venus chercher un certain nombre d'informations auprès de nous. Tu as raison. Oui. Voilà. Donc, les dossiers... où va votre argent? On a dit tout à l'heure le budget de la ville. Alors je m'occupe de ça particulièrement donc depuis le début du mandat. Et surtout pour savoir comment la ville utilise cet argent, pourquoi faire, pour qui, dans quel secteur de la ville. Bien. Donc je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais j'en retiens quelques-uns qui me paraissent significatifs et que l'on n'a pas encore bien diffusés selon les analyses que nous faisons. On nous dit, à grand coup de campagne d'affichage, vous avez vu la dernière, les impôts n'ont pas augmenté à Aix depuis 22 ans. D'abord, il y a un premier mensonge, puisqu'ils ne sont là que depuis 17 ans et demi, presque 18. J'ai eu l'honneur d'appartenir à la précédente majorité de Jean-François Picheral, et nous n'avions pas augmenté les impôts non plus. Donc il y a une espèce de hold-up qui se fait pour que ça fasse plus long terme, vous voyez. Bon. La deuxième, c'est qu'il y a eu une petite modification de ces impôts locaux qui n'ont pas augmenté réellement, sauf pour la taxe d'habitation, on a réduit le taux d'abattement, donc ce qui fait qu'on paye un peu plus pour la taxe d'habitation qui bientôt aura disparu. Mais chaque année, nous recevons une feuille d'impôt et nous avons les chiffres. L'argent qu'on nous demande de payer, moi je ne suis pas contre les impôts personnellement, parce que je trouve que ça fait partie du bien commun, puisque ça permet les écoles, les hôpitaux, etc. Donc, mais je me suis amusé, c'est la première fois que je le faisais, je suis élu depuis très longtemps, sur 17 ans de cette majorité, quel est le moyen de rattraper cette non-augmentation des impôts? Alors j'ai fait un calcul très simple. Chaque année, la ville augmente tous les tarifs des services publics en moyenne de 3%. Sur 17 ans, ça fait 51%. Et je suis honnête, j'enlève l'inflation, il reste une augmentation nette de 27,10% de ces tarifs. Ça veut dire la piscine, ça veut dire le musée, ça veut dire les cantines, ça veut dire tous les services au public, vraiment les plus directs. Sans distinction de revenus, bien entendu. Hein, voilà. Donc, un chiffre, les impôts n'ont pas augmenté, mais les tarifs, oui, pour lesquels nous n'avons pas de feuille d'impôt annuelle. On le vit au jour le jour. Hein, voilà. Donc, je voulais déjà dire ceci. La deuxième, c'est, on a parlé tout à l'heure des subventions aux associations. C'est en moyenne moins 10%, en moyenne, certains moins, certains plus, moins 10% par an. Parfois, j'ose l'expression, à la hache, et notamment pour les plus petites associations, celles de la proximité, qui n'auraient que ça pour pouvoir continuer à œuvrer bénévolement auprès des populations des quartiers. Sachez également, parce que ça c'est intéressant d'avoir cette vision, 40% des investissements annuels d'une ville, de la ville d'Aix, sont concentrés au centre-ville. Ça veut dire que 60% vont sur les 9 autres dixièmes de la ville. Il y a là un manque d'équilibre des réponses que l'on doit apporter à nos concitoyens. Pour ce qui est du logement, sans revenir sur ce qui a déjà été dit, la municipalité a pris le parti de favoriser plutôt les ménages qui disposent de revenus corrects. C'est très bien en soi, mais pas au détriment des plus modestes. Hein. Donc nous avons critiqué le PLU, le plan local d'urbanisme, le PLH, le plan local de l'habitat, qui sont, de notre point de vue,
qui manque, de notre point de vue, d'ambition pour pouvoir répondre aux 5000 familles, ménages, personnes qui attendent un logement social public. Un petit chiffre qui m'amuse, c'est le nombre de personnes assujetties à l'ISF à Aix pour montrer que la ville a cette attractivité-là pour cette catégorie de gens. Je n'ai rien contre ceux qui payent l'ISF, mais je suis obligé de constater qu'une certaine politique, notamment d'urbanisme, favorise l'installation à Aix de personnes de ces catégories-là. Il y a 2924 personnes assujetties à l'US. Première place en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Première place, Aix-en-Provence. Et deuxième chose, parce que peut-être vous avez eu l'occasion d'acquérir ou de chercher à acquérir un logement, une maison et autres, le prix au mètre carré, le prix moyen à Aix est de 3 922 €. La moyenne nationale est de 3 244, c'est-à-dire presque 700 € de différence. Vous voyez, donc il y a un foncier qui est cher et par conséquent qui décourage des gens de familles plus modestes de s'installer chez nous. Depuis 2001, je suis pratiquement au terme de mon intervention, depuis 2001, la municipalité a choisi également, pour financer son budget, de vendre du patrimoine immobilier communal, et pas rien. Depuis 2017, nous avons comptabilisé quasiment 80 ventes de différentes catégories. Ça va de quelques mètres carrés à des immeubles. Hein. Mais j'ai retenu ceci, puisque nous sommes élus depuis 2014, donc j'ai retenu ceci, c'est qu'elle a vendu, en moins de 5 ans, pour 54 millions d'euros, des locaux qui appartenaient au patrimoine communal immobilier, donc à du privé. Or, il aurait été peut-être de bonne loi de garder ces locaux pour les transformer, et notamment en centre-ville, en logements publics sociaux, ça coûte moins cher que de construire, et de créer, de relancer une mixité sociale. Je pense aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux jeunes ménages, aux étudiants, bien entendu. Donc, vous voyez que la politique, elle se fait au centre-ville uniquement. C'est devenu une grande galerie marchande, hein, vous l'avez remarqué. Donc, quelqu'un a dit Disneyland, un autre a dit un parc d'attractions. Bon, c'est vous, monsieur? Non? Voilà. Il est évident, avec les critiques que nous formulons, que nous ne pratiquerions pas ce type de politique. Il faut rechercher un rééquilibrage complet sur l'ensemble du territoire de la ville d'Aix. Avez-vous vu, comme l'a dit Hervé tout à l'heure, l'état de nos rues? Nous ne cessons de pointer ça du doigt au conseil municipal. L'état de nos rues. Hein. Donc, est-ce que vous avez remarqué également, sur un autre sujet, que nous n'avons plus de muséum, par exemple? Ce n'est pas une priorité. L'Arena, oui, le muséum, non. Or, le muséum a une vocation, à mon avis, c'est un simple avis, éducatif, beaucoup plus important que l'Arena, qui est plutôt du loisir. Hein, voilà. Mais bon, après, on peut ne pas partager mon avis, mais je le donne. Voilà. Il y a dernièrement, alors je pensais, il y a peut-être quelqu'un qui... donc il y avait 2 centres aérés qui allaient fermer récemment, et on a essayé de jouer les intermédiaires, et on a fini par les sauver. Donc tout ça parce que le contrat arrivait à terme et que la ville n'avait pas anticipé cette fermeture. Voilà, donc les parents se sont mobilisés, comme d'ailleurs parfois les parents d'élèves pour les rythmes scolaires et autres. On a eu beaucoup d'invasion, on va dire, du conseil municipal par la population. Voilà. Et puis, on l'aura compris, donc ce que je voulais dire, c'est que les gérants actuels de la ville n'ont qu'une idée en tête. C'est ma conclusion plus politique. Ça fait sourire, monsieur le député. Rester en place le plus longtemps possible en s'appuyant majoritairement sur les plus fortunés, ça découle de ce que j'ai dit, et de surcroît, ils se permettent de détourner les lois. Je rappelle qu'il y a eu un ex-directeur de cabinet qui a vu son contrat annulé et qui doit encore à la commune 476 000 € qu'il n'a pas rendu. Je rappelle que Madame la maire est passée une fois au tribunal et elle va bientôt sans doute y retourner. Alors pour conclure, je prédis qu'à l'aube d'un futur mandat, quel qu'il soit, mais pas celui des sortants, ce ne sera pas un audit qu'il faudra faire. C'est sans doute, j'exagère, mais une autopsie, vous voyez.
J'affirme également qu'il va falloir assainir la vie publique de notre ville. Beaucoup de gens souffrent, et l'image également de notre ville. Et ce ne sera pas une option, ce sera une nécessité absolue. Un dernier mot encore, parce que c'est terminé. Permettez-moi de remercier, en notre nom à tous, notre précédente collaboratrice, Morgane, qui a trouvé sa voie dans ses études à Strasbourg, et notre nouveau collaborateur ici présent, Arnaud, pour le travail qu'ils fournissent au quotidien auprès de notre équipe.